Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, c'est étonnant qu'on évite un avocat ou un juriste dans un contexte d'inbound marketing. Je pense que c'est l'actualité qui veut ça avec ce fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données, dont tout le monde entend plus ou moins parler, principalement sous l'angle marketing des 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé qui sont les nouvelles sanctions financières qui seront applicables. Ça, c'est le teasing commercial d'un certain nombre de professions, à commencer par les avocats, et pour faire comprendre aux dirigeants que les données personnelles, c'est plus qu'un accessoire. Il faut désormais les prendre un peu plus en considération. Donc je vais essayer, compte tenu de l'espace-temps qui nous est réservé, une quarantaine de minutes, de faire une vulgarisation en faisant un panorama assez rapide de la nouvelle réglementation, en sachant qu'en réalité, on s'appuie sur une réglementation qui a déjà 40 ans, depuis le 6 janvier dernier, et qui est assez méconnue des entreprises, en tout cas assez peu pratiquée. C'est-à-dire que si je fais juste un sondage dans la salle en fonction de vos horizons, qui a déjà fait ou entendu parler d'une déclaration auprès de la CNIL dans son entreprise? Qui les respecte réellement? Qui a fait une démarche de mise en conformité RGPD? Qui est conforme? Menteur. Ok, ça vous donne à peu près le panorama. Les discussions, la CNIL déclare que les entreprises seraient en passe d'être en conformité. La réalité terrain, moi je suis un cabinet d'avocats de taille moyenne, on a des clients de toute taille, c'est-à-dire vraiment de la TPE à des mastodontes du CAC 40. Je n'ai aucun client qui est en conformité. Le secret professionnel m'empêche de vous dire qui, mais dans l'eau, on a quelques gazelles, quelques leaders de l'Internet. Alors, ils sont assez proches, n'est-ce pas? Mais personne n'est en totale conformité. On considère, le marché considère qu'il y a à peu près moins de 10% des entreprises en France qui sont en conformité. Et c'est essentiellement les entreprises qui étaient déjà très avancées sur la réglementation. Et c'est généralement, principalement, banque, assurance, crédit, tous les secteurs où il y a un contrôle assez poussé, parce que ce sont des entreprises où il y a un niveau de connaissance poussé des clients. Le digital a un peu échappé au secteur. Il y a eu un certain nombre de contrôles. Vous avez entendu parler, l'actualité brûlante, il y a une dizaine de jours, Darty qui s'est fait sanctionner pour une atteinte à la sécurité. J'en dirai quelques mots. La sanction elle est de 100 000 euros. On dit, ce sont les prémices de ce qui nous attend. Oui et non. On va commencer à dérouler. Oui et non. Tout le monde a retenu Darty, tout le monde a retenu qu'il y avait un problème de sécurité. Personne n'a lu la décision, je suis à peu près sûr, dans cette salle, y compris pour beaucoup de personnes dans le domaine juridique. La réalité, c'est que la sanction financière, elle a été infligée non pas par un défaut de sécurité en tant que tel, c'est plus complexe que ça, c'est par un retard dans le fait de corriger la défaillance de sécurité, premier point. Et le deuxième point, dans le fait de ne pas avoir contrôlé de manière effective son sous-traitant, c'est-à-dire son prestataire de service, de ce que les mesures de sécurité indiquées dans le contrat étaient effectivement respectées. C'est ça qu'elle dit la sanction de la CNIL concernant Darty. Ce n'est pas faille de sécurité égale 100 000 euros. Et c'est assez illustrant de ce que, en quelques mots, tout le monde sait qu'il y a des problèmes de sécurité chez Darty. Donc il y a des éléments impalpables d'atteinte indirecte à la réputation. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, on se dit « Ah, attention, quand je mets mes données chez Darty, ah oui, c'est la société qui a déjà eu un problème de sécurité. » 2, les 100 000 euros, c'est une somme importante. Mais je peux vous dire, pour Vision Cabinet, si je le compare au coût du suivi de la procédure, 2, les éléments de correctif, c'est-à-dire je corrige
les failles de sécurité, je corrige les procédures, je réinsuffle de la techno, je réinsuffle de la procédure, et en bout de chaîne, l'atteinte à la réputation dont j'ai parlé, les 100 000 euros, on parle de rien. Le coût réel pour Darty, il est 3, 4, 5, 6 fois supérieur. Donc la sanction, c'est juste une carotte marketing pour dire attention, il y a une réglementation, il faut un minimum s'y attarder, ce que vous n'avez pas fait pendant 40 ans. Voilà. Ce que dit, ce sera ma conclusion et je commence en propos introductif. Ce qu'il faut retenir avec le RGPD, au-delà donc de ce psychodrame des 4%, c'est qu'on était dans un système purement déclaratif, vous l'avez majoritairement fait ici, c'est-à-dire vous déclariez à la CNIL un fichier, sans trop regarder ce qui était fait des données, hein, c'est-à-dire on rangeait la déclaration dans le tiroir, oui, j'ai fait une déclaration, alors que désormais avec le RGPD, il vous appartient de démontrer que vous êtes en conformité. On n'est pas plus d'un système déclaratif, on est sur un système qu'on appelle d'accountability, c'est-à-dire c'est à vous de démontrer que vous êtes en conformité avec la réglementation. Ça, c'est la dimension culturelle, il faut l'avoir présent à l'esprit. Après, l'essentiel de la réglementation nouvelle s'appuie sur la réglementation existante. Il faut savoir donc que la loi, elle a 40 ans. Si vous regardez en 78, imaginez ce qu'il y avait en 78 en termes d'informatique dans les entreprises. Je ne parle même pas chez les particuliers, mais donc on en était au balbutiement. Pour autant, vous aviez une loi qui a été promulguée, qui avait vocation à s'appliquer et qui s'applique aussi, ne l'oubliez pas que sur l'environnement digital. C'est-à-dire que c'est dès lors qu'il y a de la donnée personnelle, on va en parler, la loi s'applique, donc y compris sur du papier, y compris sur du carton, y compris sur... Donc le fait de dématérialiser puis de sortir de l'environnement digital n'est pas de nature, au contraire, à faire échec à la loi. Autre dimension, je fais une pause pour les entrants. Bonjour à tous. Quel succès, je suis très honoré. Pour résumer, pour les arrivants, la réglementation est finalement l'accouchement de celle préexistante qui est la loi de 78 qui a 40 ans et qui a pour, au-delà des sanctions financières, donc des 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé, pour impact principal de renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système de déclaration auprès de la CNIL, mais dans un système où on doit démontrer en tant qu'entreprise qu'on est en conformité avec la réglementation. Et c'est ça un des impacts principaux de la loi. Et l'autre aspect était de dire que ce n'est pas tant les sanctions financières, mais c'est le fait de défendre son dossier et de se mettre en conformité qui coûte plus cher, ainsi que l'atteinte à la réputation, plus que les sanctions financières qui sont prononcées. Sauf évidemment si vous travaillez pour Google, Facebook, tous les GAFA. Là, il y a fort à parier qui feront l'objet de condamnations tôt ou tard et qui seront assez significatives, comme on a connu Microsoft dans les années 90 avec les lois antitrust, etc. C'est un moyen pour l'Europe de reprendre le pouvoir. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais réserver, donc, vous me bipez pour qu'il faut que je garde au moins une vingtaine de minutes pour les questions. Je ne doute pas qu'il y en aura. La première question, c'est de savoir quel est le cadre de la loi. Donc, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? C'est une question qui est barrée idiote, mais pour autant, même les responsables juridiques vous posent la question en disant, mais on dit par exemple, j'entends, mais une adresse email, c'est pas une adresse, c'est pas une donnée personnelle. Une donnée personnelle, je vous ai mis la définition du règlement, et c'est un des avantages, c'est qu'il y a une clarification sur ce point. C'est toute donnée qui permet directement ou indirectement, il faut vraiment noter la notion d'indirectement, d'identifier une personne. Le fait que l'identification ne puisse se faire que par le concours d'un tiers n'est pas un obstacle à la qualification. J'ai donné l'exemple de l'adresse email parce que c'est courant. On me dit que c'est une adresse email genre Tartampion sans qu'il y ait de nom de patronyme. Pour autant, c'est une donnée personnelle. Une adresse IP, il y a une personne derrière. Quand bien même ça passe par un fournisseur d'accès, voire un réseau d'entreprise, il n'empêche que vous avez une personne physique qui est derrière. Un numéro d'ID, ça c'est extrêmement classique dans le e-marketing. Un numéro de carte bancaire est une donnée personnelle. Une photographie est une donnée d'une personne, bien sûr, pas d'une chose, est une donnée personnelle. Ce sont autant d'éléments où, quand bien même on doit saisir quelqu'un pour obtenir l'identification, il y a bien une personne physique. Donc, si vous regardez globalement dans le e-commerce, dans le digital, tout ou presque est données personnelles. Il y a les cas où vous n'avez pas de données personnelles n'existent quasiment pas. Quasiment pas. Donc ça, c'est pour éviter le mythe de « je suis en B2B,
J'ai des emails genre servicecomptabilité@monclient.com égale la loi informatique et liberté s'applique pas. La réponse est négative. La loi s'applique, y compris dans ce cadre-là. Ça, c'est le premier pilier à connaître. Le deuxième pilier, pour jouer, c'est la notion de traitement. Vous avez les titres tout en haut. Qu'est-ce qu'un traitement? Qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles? Donc ça, vous avez un résumé qui est pareillement issu du règlement. Alors, il y a une vraie nouveauté du règlement par rapport à la loi. Il n'était pas très clair, compte tenu des nouveaux usages, notamment dans le digital, de ce que la transmission, par exemple, puisse rentrer dans le champ d'un traitement de données. Un traitement de données, comme c'est indiqué, c'est toute opération, pour simplifier, toute opération sur des données personnelles. Vous en avez une liste qui est non exhaustive. Donc, on vous dit l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'extraction, la consultation, etc., etc. En résumé, pour une compréhension, puisque c'est l'analyse qu'on dresse en cabinet, mais on l'a fait aussi simplement que cela, dès lors que vous avez un contact quelconque avec une donnée personnelle, vous êtes dans le cadre d'un traitement. Il faut simplement que ce soit une opération effectuée ou non à l'aide des procédés automatisés et appliqués, donc de l'informatique, principalement. Euh, Si on prend, je vous donne un exemple qui paraît saugrenu, la connexion d'un internaute sur une adresse URL avec un certificat SSL, le fournisseur du certificat SSL, il est en contact avec de la donnée personnelle puisque vous avez une adresse IP qui se connecte et que ça transite par le fournisseur du certificat de SSL. Donc même lui, même si l'atteinte et les risques d'atteinte sont réduits, même lui, il est en prise avec des données personnelles, ce qui a un impact, je vais l'expliquer un peu plus tard. Ensuite, troisième pilier à connaître, il y en a 4, ne vous inquiétez pas, c'est la notion de responsable de traitement. Donc si on résume, c'est celui qui a la responsabilité du traitement des données personnelles. Ce qu'il faut retenir, et ça c'est un vaste débat de juristes, puisque là c'est la version très simple, c'est celui qui est à l'origine du fichier, mais très souvent vous avez plusieurs personnes qui sont à l'origine d'un fichier ou d'un traitement. Exemple dans le e-marketing, la co-registration, c'est l'exemple parfait. Vous avez 2 personnes qui sont à l'origine d'un traitement, donc dans ces cas-là, vous avez 2 co-responsables de traitement. Et puis vous avez des situations un peu mixtes où vous êtes, et ça fait appel à l'autre catégorie qui est aussi importante, la quatrième, la notion de sous-traitant. La notion de sous-traitant, c'est celle de celui qui exécute des prestations de services inhérentes à ce traitement. Donc ça, c'est un langage technocratique. Dit plus simplement, c'est le fournisseur du certificat de SSL, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le fournisseur d'hébergement du site internet. C'est toutes les prestataires et les personnes qui sont donc en contact et qui participent de ce traitement de données personnelles. Donc, c'est énormément de monde dans la chaîne. Vous pouvez avoir des cas de situation de mixité, je reprends mes propos d'avant, où vous avez des gens qui sont responsables de traitement et sous-traitants, enfin plus exactement, sous-traitants et responsables de traitement. Exemple, Criteo. Si je reste dans le marketing direct, Criteo, ils vous fournissent une solution de retargeting. Vous êtes responsable de traitement des campagnes publicitaires de retargeting. Vous utilisez une technologie Criteo. Criteo exécute vos ordres de publicité, donc ils sont bien sous-traitants. Mais pour autant, Criteo utilise l'identification des internautes via leur autre partenaire annonceur. Et c'est eux qui font le lien entre je détermine que j'envoie la publicité à telle personne ou plutôt à telle autre personne. Donc il y a une part où ils sont exécutants, ils sont sous-traitants, et il y a une part où ils déterminent par eux-mêmes les finalités du traitement de manière indépendante de l'annonceur. Donc dans ce cadre-là, ils sont responsables de traitement. Et ce qui est très difficile dans mon métier, là je vous fais vivre ma vie, c'est que les situations ne sont jamais manichéennes dans le digital. C'est rarement, alors oui l'hébergeur par exemple, il est un réceptacle à données et il est supposé exécuter. Mais l'hébergeur, il met en place par exemple ses propres procédures de sécurité, d'accès à des serveurs. Généralement, il ne vous demande pas tellement votre avis. Il le fait pour tous ses clients. Donc il a aussi cette notion de responsable de traitement. Donc à chaque relation contractuelle, on se doit, nous, juristes, d'analyser qui fait quoi avec la grille de lecture des 4 critères que je vous ai donnés. Données personnelles, fastoche, c'est toujours la même chose, c'est toujours auprès de la donnée personnelle. La notion de traitement, la notion elle est tellement large qu'on est quasi tout le temps dans la notion de traitement.
Et ensuite, on jongle avec ses qualités de responsable, sous-traitant. Et ensuite, est-ce qu'on peut être co-traitant, co-responsable, etc., etc. Et on n'est souvent pas d'accord entre nous, je vous le dis, parce que ce n'est pas une science exacte. Et on fait un test, nous on est plusieurs avocats dans mon département, donc on fait des échanges sur ce sujet, à se challenger pour essayer de trouver la meilleure qualification. Et parfois, même souvent, quand on a des cas un peu critiques, et particulièrement avec l'adoption du RGPD, eh bien, on saisit la CNIL d'une demande d'interprétation en leur disant « Voilà les données du problème, nous on considère que papa, merci de nous le confirmer. » Et on obtient parfois une réponse satisfaisante. En tout cas, on la garde dans nos dossiers pour la suite des événements. Ça, c'est un sujet qui est particulièrement vrai pour l'enregistrement de bases de données. Donc, une fois que je vous ai dit ça, et je vois que le temps défile, mais il faut quand même... On va passer aux... Quels sont les grands changements de ce règlement général? Alors, d'abord, la loi informatique et liberté, elle est passée de 300 000 euros en cas de récidive, de sanctions, à 3 millions d'euros. Ça, c'est passé totalement inaperçu ou presque. Grâce à la loi République numérique, c'est pas indiqué, mais elle date d'octobre 2016. Donc ça fait déjà quasiment un an et demi que le seuil des sanctions a été significativement augmenté. Sanctions pénales et financières. Pour autant, est-ce que vous avez entendu parler de sanctions devant les tribunaux? La réponse est négative. Donc c'est que, comme quoi, le marketing de la peur, ça ne touche que les imbéciles. Le RGPD, donc 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires consolidé. Il y a une petite nouveauté, c'est... Est-ce que j'ai le... Oui, c'est ça, c'est les actions collectives, les class actions. C'est que désormais, on pourra faire des actions collectives en matière de données personnelles. Ça, je pense que pour les avocats de personnes, morales type association de consommateurs, c'est du pain béni. Ça va, vous verrez, il y aura des procès de la sorte. Le pourquoi, je vous expliquerai à la fin sur les éléments d'impact. Donc, en quelques slides, c'est d'essayer de faire la synthèse des grands points d'appui en se raccrochant à ce qui existe, c'est-à-dire aujourd'hui, la loi informatique et liberté, elle est encore exécutable, elle est méconnue, comme je l'ai dit, donc c'est un rappel à la loi et voilà ce qui va changer. Donc, première chose, l'essence même de la loi, c'est on peut faire de la collecte de données, du traitement de données, mais il y a plusieurs conditions cumulatives. Il faut un consentement de la personne concernée, avec les notions dans lesquelles je ne rentre pas en détail, notamment d'opt-in dans un certain nombre de cas. Sinon, on est sur une acceptation, on va dire tacite. Exemple, le bandeau cookie. Tout le monde connaît le bandeau cookie. La CNIL considère que même si vous n'avez pas dit OK, à partir du moment où vous scrollez sur le site, à partir du moment où vous naviguez, vous êtes considéré avoir accepté les conditions contractuelles et donc le dépôt de cookies. Ça, c'est la réglementation actuelle. Ça va changer, vous allez voir. Ensuite, autre élément, à défaut d'un tel consentement, il est nécessaire en vue de l'exécution d'un contrat. L'exemple que je donne tout le temps, c'est que quand on va chez son boulanger, on signe un contrat de vente, enfin on conclut un contrat de vente, il n'est pas écrit, on met sa carte bleue ou son chéquier, c'est l'exécution d'un contrat. Une carte bancaire et une donnée bancaire, c'est une donnée personnelle, pour le coup. Et donc il y a un traitement de données personnelles, c'est fait certes via une banque, mais tout ça se fait sans contrat. Et il y a un consentement qui est induit, et en tout cas, il est en exécution d'un contrat, donc il est considéré comme licite. Ensuite, troisième condition éventuelle, c'est donc le respect d'une obligation légale ou l'intérêt vital de la personne concernée. Alors ça, c'est une notion technocratique, je ne l'ai jamais vu en cabinet. Ou encore en vue de l'exécution d'une mission d'intérêt public. Ça, on oublie, je pense qu'il n'y a personne dans la salle est issu d'une administration. Non? Ok, on passe à autre chose. L'obligation légale, c'est, eh bien très bien, je collecte la donnée de quelqu'un en vue de faire une facture, parce que j'ai une obligation légale de faire une facture, donc je dois collecter ces données. Donc j'ai ma justification. Et puis le quatrième et dernier point, voilà, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable. Alors ça, c'est du langage de technocrate, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quand c'est pas inscrit dans la loi, quand c'est pas forcément expressément prévu ou accepté par le client, mais pour autant, c'est pas déraisonnable. Exemple, je vous donne un exemple idiot, le fait de compter ses clients, le nombre d'internautes par exemple, sur un site internet, ça peut avoir une certaine légitimité, il n'y a pas d'atteinte en tant que telle disproportionnée aux libertés individuelles, donc on va considérer qu'il y a un intérêt légitime. Ça, c'est le cadre actuel, et déjà, sur ce point-là, il n'est pas respecté de la plupart des sites de commerce électronique, sauf d'une certaine ampleur. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais vous faire l'après-demain, même si vous n'avez pas le slide. Ça, ce sera pour l'année prochaine. C'est un renforcement du consentement. Le RGPD dit, OK, très bien. Le premier point, le consentement,
c'est super, mais le consentement implicite, encore faut-il savoir de manière simple, libre, spécifique, éclairée et univoque à quelle sauce on va être mangé. Donc, si je reprends mon exemple des cookies, c'est très bien l'acceptation des cookies, mais c'est pas qu'une liste des cookies, c'est qu'est-ce qu'il y a comme cookies, qui est l'éditeur, quelles données vont être collectées, quelle utilisation va en être faite, pour quelle durée, qui va être destinataire de l'information, etc. Le tout dans un document juridique qui soit clair. Alors, la clarté, je vous invite, la bonne illustration, la parfaite illustration marketing ou juridique, c'est Google. Regardez les règles de paramétrage de vos comptes Google. Vous verrez de prime abord, ça paraît extrêmement clair. Alors, vous avez plein de paramétrages de publicité. Je ne sais pas si certains ont essayé de le faire. Personne n'a fait ça? Ah, vous me voyez rassuré, parce qu'ils savent beaucoup. Google, c'est beaucoup de choses, sinon beaucoup trop de choses. Quand vous paramétrez les règles de confidentialité, vous avez toute une série d'explications sur qu'est-ce qui est fait de vos données. Et vous avez deux niveaux d'information. Vous avez une information qui paraît comme ça de prime abord très simple, faite par le service client, le service marketing. En fait, je peux vous dire que ça a été vu, revu, revu par des juristes. Et puis derrière, vous avez une charte de vie privée qui reprend tout cela dans un langage beaucoup plus technocratique. Pourquoi ils ont fait ça? Pour vous plaire. C'est parce que le RGPD oblige à ça. Voilà, éclairé, un consentement éclairé, donc notamment dans des termes assez simples. Euh, le RGPD consacre le fait que le consentement, ça ne peut pas être un opt-out. Ça ne peut pas être un système déloyal de casse précoché par défaut. Ça c'est sanctionné depuis très longtemps, mais je le rappelle au cas où. Ou d'inactivité. Voilà. Et c'est aussi surtout, alors c'est un vœu pieux, mais la possibilité de retirer le consentement à tout moment, ce qui n'était pas expressément prévu forcément dans la réglementation, en tout cas communautaire. Je ne l'ai pas dit, pardon, ça c'est une déformation de juriste à force d'avoir les mains dedans. Un règlement communautaire, il est ce qu'on appelle en droit d'application directe, c'est-à-dire que le texte, il est transposable tel quel dans la réglementation nationale, contrairement à une directive. La directive, il y a besoin que ça passe par chacun des parlements, donc parce que c'est une garantie de ce que le droit soit le même ou presque dans chacun des pays de l'Union. Et il y a très très peu de points d'interprétation possible ou de soupape laissées aux États membres dans la transposition. Donc ce qui veut dire que ce dont on est en train de parler là, c'est pas valable que pour la France, loin s'en faut, c'est valable pour toute l'Europe. Je ferme la parenthèse. La loi informatique et liberté, elle consacre donc des droits pour les personnes dont les données sont connectées. Donc le droit d'accès, c'est la fameuse phrase qu'on voit tous, hein, conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification, il est là. Le droit d'opposition, pour des motifs légitimes. Alors, le motif légitime, c'est on ne peut pas écrire aux impôts, par exemple, en leur disant arrêtez de m'écrire avec la demande de déclaration fiscale. Ça, c'est pas un motif légitime. Mais par contre, quelqu'un qui vous fait du démarchage commercial, ça, on peut lui demander de cesser. Et un truc nouveau introduit par la loi République numérique, les directives post-mortem. C'est le testament digital. Grosso modo, quand je meurs, mon compte Facebook, les données qui sont dedans, qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, c'est ça. On est normalement, normalement, Facebook est supposé s'enquérir de savoir ce qui va être fait de vos données après votre mort, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Le RGPD, qu'est-ce qu'il rajoute comme couche de droit? Il rajoute la notion de droit de portabilité des données. Ça, c'est un vrai sujet. C'est notamment les notions de compte client, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir avoir un processus où on appuie sur un bouton, on récupère toutes ces données pour pouvoir les transmettre à un autre opérateur. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être X. Et c'est un vrai sujet de structure IT parce que, alors, on ne dit pas en combien de temps ça doit être fait, est-ce que ça doit être fait à titre gracieux de manière complète, sur quel format, etc. etc. Donc il y a des marges de manœuvre d'interprétation, mais en tout cas, c'est du fonctionnel qu'il va falloir développer. Et sinon, vous êtes en infraction avec la réglementation. Donc la personne, si elle est en incapacité de récupérer ces données, elle saisit la CNIL en disant mon droit à portabilité n'existe pas et vous êtes en infraction. Ensuite, il y a le droit à l'oubli. Ça, les médias en ont pas mal parlé. Finalement, c'est l'avènement d'un cycle. Internet, grand public, fin des années 90, début 2000, il y a des contenus qui se sont accumulés. Certains étaient nauséabonds. Et il y a eu donc des contentieux de personnes en disant supprimer, notamment sur Google, tel ou tel article qui date des années Twist. Il y a eu plusieurs décisions de justice. Il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a consacré le principe de droit à l'oubli. C'était déjà consacré en jurisprudence, mais on le retrouve dans le règlement général. C'est qu'au bout d'un moment, une donnée, elle a plus de pertinence à être exploitée.
Ensuite, vous avez un droit nouveau qui s'appelle le droit à la limitation. Alors, ça reste assez théorique. C'est le cas où on a tendance à considérer données personnelles égales, par exemple, fiche client avec tout ce qu'il y a dedans. La réalité, c'est que données personnelles égale chacune des données qui sont composées dans la fiche client. Donc, si vous avez quelqu'un qui se rend compte que telle information, par exemple, est erronée, il peut très bien vous dire, eh bien, vous allez continuer à exploiter ma fiche client, mais par contre, ce champ-là, je considère il est erroné, donc vous allez cesser de l'utiliser le temps de la procédure de vérification. C'est notamment ça le droit à la limitation. Euh, Vous avez une protection renforcée donc des mineurs. Ça, c'est un des points où les États membres disposent d'une possibilité de transposition. Donc, c'est entre 13 et 16 ans à déterminer. Pour l'instant, c'est pas calé, on est plutôt autour de 15 dans les derniers débats parlementaires. Pour le fait que pour les services de société de l'information, donc typiquement Facebook, globalement Internet, il faut que le recueil de consentement, pardon, la collecte de données personnelles des adolescents, des mineurs, ne puisse se faire qu'avec l'accord des parents. Ça va être un vrai sujet. J'ai assisté à une conférence la semaine dernière, il y avait la directrice marketing de France Télévisions, et elle disait, nous, tous les aspects comptent pour les juniors, les contenus jeunesse. Du coup, on ne collecte plus de données personnelles parce que, compte tenu de cette contrainte réglementaire. Celle-ci, plus ils ont une contrainte supplémentaire liée à la publicité à l'égard des jeunes. Donc, on voit que là, ça va être du fonctionnel. Ça va toucher une question de la notion de droit à l'oubli, c'est les notions de pertinence des données et de la durée de conservation, qui est un sujet qui existait déjà. Hein. Le droit à la limitation, ça va rester assez théorique, sauf dans certaines industries. Et là, pour les publics de mineurs, il y a des vraies procédures qui devront être mises en place. Ensuite, là, ça c'est une des grosses nouveautés réglementaires. La loi informatique et liberté prévoyait les notions des principes de sécurisation des données, qui est une bonne pratique, au-delà des obligations légales. Avec, là je vous fais la version cabinet, la difficulté de ce que, on s'est déjà arrivé, vous déposez plainte pour une intrusion parce qu'on vous avait piqué des données et vous avez le procureur qui vous poursuit en vous disant « mais dites donc, vous avez une obligation de sécurité, c'est une obligation pénale, votre système n'était pas suffisamment sécurisé, c'est à cause de ça que vous êtes fait pirater, donc vous êtes en infraction. » Bien. Donc ça, c'est la vraie vie d'aujourd'hui. La vraie vie de demain, il y a deux concepts importants. Il y a la notion de privacy by default et privacy by design. Désolé, c'est beaucoup de termes anglo-saxons. La privacy by default, c'est vous devez, dès lors que vous avez de la donnée personnelle, c'est-à-dire je reviens en arrière tout le temps, vous devez avoir toujours le meilleur niveau technologique de sécurisation. Ce principe, il a été posé pour éviter les débats de juristes, d'avocats notamment, qui est sur la notion d'état de l'art et la notion de meilleur état de l'art. Donc le fait que ce soit intégré dans la loi fait qu'il ne devrait normalement pas y avoir de débat de savoir est-ce qu'il fallait utiliser tel niveau de cryptologie ou plutôt que tel autre. Non, la loi elle dit le meilleur niveau de sécurisation, donc le meilleur niveau de cryptage. C'est dans ce dessin-là, c'est une garantie pour les personnes que nous sommes, mais c'est aussi dans ce dessin-là que ça a été adopté. Donc ça, c'est un élément important parce que la sécurité, notamment des PME, elle fait grandement défaut et il y a un gap important à combler. Le deuxième élément, c'est le privacy by design. C'est dès le stade de la conception d'un quelconque système dans lequel il est en cause des données personnelles, il va être mis en œuvre des données personnelles, vous devez avoir une fiche relative aux aspects de sécurité. Dit autrement, lorsqu'on fait par exemple un site internet ou une solution logicielle, on prévoit au stade des spécifications, au stade du plan assurance qualité si vous en avez un, tous les éléments de sécurité et de sécurisation des données, donc les schémas de sécurité qui seront mis en œuvre dans le cadre du projet. C'est ni plus ni moins qu'une bonne pratique en réalité qui existe de longue date dans les entreprises, mais qui prend du temps. Et souvent, on élude ce point et donc il coûte de l'argent. Mais ces deux points sont finalement que la retranscription des bonnes pratiques en la matière. Ensuite, les deux autres impacts, je vais commencer par le dernier. On est supposé faire des analyses d'impact relatives à la protection des données personnelles lorsqu'il y a des atteintes à celles-ci. Je mets les slides d'après, c'est situé à l'article 35. C'est lorsque tout traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Ça, c'est très technocratique. On ne sait pas encore précisément ce que ça recouvre. En tout cas, dès lors que ça touche à des données sensibles, donc vous les avez là, origine raciale ou ethnique, opinion politique, conviction religieuse, philosophique, les pratiques sexuelles notamment, les orientations,
on est sur des notions de direct ou indirect. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes une régie publicitaire et que vous arrivez à traquer le fait que vous avez un utilisateur qui est plutôt attiré par les sites internet gays et qui va les consulter, même si vous ne connaissez pas l'utilisateur et que vous allez le catégoriser en disant cette personne est plausiblement une orientation sexuelle gay, eh bien vous êtes dans des données sensibles, même si elles sont plausibles et qu'indirectes. Donc là, vous êtes supposé, avant la mise en œuvre de ce type de traitement, de faire des analyses d'impact des atteintes aux données personnelles. Vous pouvez on peut trouver d'autres exemples, mais globalement, tout ce qui est fichage va être considéré comme susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés. Donc tout ce qui est profiling, donc globalement une partie importante du marketing. Je reviens en arrière. Le dernier point, et ça toutes les entreprises sont aussi concernées, c'est les violations de données personnelles. Ça, c'est une grande nouveauté. C'est un socle qui existe déjà pour les opérateurs de télécommunications. Vous avez tous entendu, à un moment, Orange a été concerné. Orange a été concerné où vous aviez une fuite de données et en a informé la presse. Désormais, ce sera applicable à toute personne qui collecte des données. Et il faudra notifier à la CNIL. Il faudra faire indiquer la procédure que vous avez mise en place et il faudra informer chacune des personnes concernées. Et vous serez responsable des conséquences dommageables de ces agissements. Ça va être une vraie révolution. Je passe vite, ce qui me reste une dizaine de minutes. Ensuite, autre élément, c'est que, ça vous en avez entendu parler, il y aura désormais des délégués à la protection des données ou des DPO, Data Privacy Officer. Vous avez trois hypothèses dans lesquelles ils sont rendus obligatoires. Celle qui va poser sur toute question, c'est la 2. Les activités de base du responsable de traitement consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée, de leur finalité, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées. Alors, je vais vous donner un... Si vous êtes une agence de voyage, vous avez des fiches clients. Est-ce que vous faites des opérations de traitement à grande échelle? Discutable. Je ne suis pas sûr que vous rentriez dans cette obligation. En revanche, sauf à ce que vous soyez un mastodonte. En revanche, si vous êtes une agence digitale qui fait du conseil aux agences de voyage et qui fait du traitement, de l'analyse de données, là, vous le faites à grande échelle. C'est un suivi régulier, c'est systématique. Et dans ces cas-là, il vous faudra un délégué à la protection des données ou un DPO. Voilà, ou la notion de données sensibles qu'on va retrouver aussi de manière importante. Le Graal en matière de données sensibles, je ne l'ai pas dit, c'est le numéro de sécurité sociale. Ça, c'est un truc en France, on ne touche pas au numéro de sécurité sociale. Ce qui est logique, c'est notre matricule unique. Vous imaginez si on pouvait collecter de la donnée en disant bah, le matricule truc, il a acheté ceci, il a fait cela, et si on pouvait garder ça, qui plus est très longtemps, ça serait formidable pour les entreprises, mais pas tellement pour les libertés individuelles. Autre grande nouveauté, je vous ai dit tout à l'heure, on est passé d'un système de déclaration à un système d'accountability. C'est à vous de démontrer. Il faut que vous ayez un registre des activités de traitement de données, donc un registre des données personnelles. Avant, on faisait 3 déclarations CNIL, on les mettait dans le tiroir, on ne s'occupait pas de ce qu'il y avait. Maintenant, il faut un fichier dans lequel on dit j'ai un fichier client, il y a telle donnée, il y a telle personne qui a accès, c'est sur tel système, c'est sur tel fournisseur, il y a telle finalité, telle donnée, je l'envoie à tel prestataire pour faire telle chose, et ainsi de suite. En cas de contrôle, vous êtes supposé appuyer un bouton, le contrôle de la CNIL, vous êtes supposé appuyer sur un bouton et avoir ce document. Rien que ce document, dans la plupart des entreprises, même une PME, c'est une tannée de le faire. Parce qu'en fait, personne ne sait. Personne ne sait. Ensuite, l'autre élément, et j'accélère pour qu'on ait quelques questions, c'est qu'il va falloir s'enquérir davantage des relations avec ses sous-traitants. Sous-traitants au sens loi informatique et liberté. C'est-à-dire celui qui a accès à des données et qui les traite pour votre compte. L'élément nouveau, je vois ceux qui font des photos, c'est surtout ça qu'il faut photographier, c'est que de manière très résumée, le RGPD crée une co-responsabilité entre le responsable de traitement et les prestataires de services qui l'utilisent, qui ont la qualité de sous-traitant. Le moyen de s'exonérer de sa responsabilité en tant que responsable de traitement, c'est de dire voilà la feuille de route extrêmement précise que j'ai donnée à mon sous-traitant et il ne l'a pas respectée. Et dans ce cadre-là, le sous-traitant, lui, va assumer sa responsabilité seul. À défaut,
notamment si vous n'avez pas fixé de manière précise cette feuille de route, vous 1, 2, 3, vous assumez seul cette responsabilité à l'égard des personnes dont les données sont collectées. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit en propos introductif, alors je ne parle pas des derniers arrivés, je parlais de l'affaire Darty et la faille de sécurité, ils n'ont pas été sanctionnés pour la faille de sécurité, mais par le fait de ne pas avoir contrôlé de manière effective les procédures de sécurité pour lesquelles son prestataire de service s'était engagé. On trouve en ersatz le RGPD. Donc, et demain, alors les slides datent un peu, donc le projet de loi il est arrivé juste avant Noël, on parle de CNIL 3, il est actuellement en débat devant l'Assemblée nationale, il a été promis par le gouvernement avant mai 2018, et la CNIL a promis qu'elle n'arriverait pas à faire des contrôles dès le 26 mai, mais peut-être que le 27. Et le message de la CNIL étant sur le sujet, mais pas de difficulté, on regardera si les entreprises ont engagé une démarche de conformité. En revanche, la conformité à la loi de 78 est acquise. Dit autrement, c'est mettez-vous en conformité déjà avec la loi de 78, initiez une démarche, pas complètement aboutie, mais initiez une démarche de mise en conformité, et dans ces cas-là, on sera clément. Procédure CNIL, 3 mois pour la mise en conformité. 3 mois. Donc ça va très 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 vite. Quand il faut faire un registre de traitement et qu'il y en a partout, en 3 mois, dans des entreprises un peu importantes, je me défie d'y arriver. Ce sera le mot de la fin. Après, je laisse les questions, j'aurai peu de temps. Qu'est-ce qu'on est supposé avoir en cas de conformité? Alors là, on sort tous l'appareil photo. Conformité RGPD. Un registre des traitements. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas commencé, vous quittez la salle et vous y allez. Les analyses d'impact, ça c'est pour les quelques entreprises qui peuvent être concernées. L'encadrement des transferts de données hors de l'Union européenne, j'en ai pas parlé, enfin je ne l'ai pas développé, mais c'est dans le cadre de la gestion de ces sous-traitants. On est supposé avoir des accords spécifiques. Les mentions d'information, donc c'est partout où il y a de la collecte de données. Ça va avec les modèles de recueil de consentement. C'est le conformément à la loi informatique et liberté, plus les directives post-mortem, plus une charte vie privée de voilà ce que je vais faire de vos données, tel type de données, telle durée, etc. etc. Pour les cookies, pour le fiche client, pour la RH, pour tout ça. Ensuite, les procédures mises en place pour l'exercice des droits. Alors ça, c'est une grosse carence dans les entreprises, même structurées, où vous leur dites, bah, très bien, vous avez une demande d'accès, comment que ça se passe? Je sais pas, j'appelle Robert, et puis ensuite, oui, tout ça, il faut que ce soit écrit. Les contrats avec les sous-traitants, ça rejoint les transferts hors UE, c'est ce que j'ai dit. L'encadrement des relations, donc c'est toi sous-traitant, voilà le niveau de sécurité que j'attends, voilà les procédures, voilà comment tu vas travailler. Les procédures internes en cas de violation de données, c'est la fameuse notification dans les 72 heures, la CNIL. Ça, il faut qu'il y ait une vraie procédure, c'est-à-dire qui détecte, qui informe qui. Ensuite, comment on informe les personnes concernées, qui doit informer la CNIL, quelle est la procédure d'urgence, etc., etc. Et les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement. Ça, si vous voulez faire de la R&D, il y a un vrai marché. Aujourd'hui, vous n'avez, à ma connaissance, pas de technologie recevable qui conserve une trace recevable de la preuve d'un consentement. Et avec ça, vous serez à peu près en conformité avec le RGPD. Il reste 2 minutes pour les questions. Je suis navré, j'ai été plus bas. Oui, monsieur. Elle est de longue date. Oui, c'est très lent, mais vous avez des gens qui sont très compétents, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, ça fait 20 ans que j'exerce ce métier. Il y a 5, 6, 7 ans, la CNIL a pris un vrai virage. Ils ont recruté des ingénieurs. Vous avez des gens vraiment de bon niveau. Après, ils croulent sous le travail. Ils ont une arme qui est magnifique, là. C'est que jusqu'à présent, ils devaient enquêter. C'est-à-dire, ils venaient, Tinoum, bonjour, c'est la CNIL, alors vous allez me montrer ça, etc. Là, ils appuient, ils disent, très bien, montrez-moi que vous êtes en conformité. C'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas à chercher. C'est pas exactement comme ça. Là, je le fais en version caricaturale. Et il y a un autre aspect, c'est ils pourront contrôler à distance, notamment via Internet. Donc, ils pourront prendre un site de e-commerce en disant, OK, la charte cookie, elle n'est pas bonne. La charte vie privée, elle n'est pas bonne. Hop, j'envoie directement une sanction. Et ça existera. Ça se passera. Oui. Monsieur, après vous, peut-être. Mm, mm.
Ils peuvent, oui, ils peuvent avoir. Ouais, alors j'ai passé rapidement, mais il faut revoir les modèles contractuels avec, par exemple, des clauses d'audit. C'est-à-dire que il y a certes une obligation légale, mais si c'est Google, vous imaginez bien que vous allez lui dire, ouais, alors moi, il me faut une étude d'impact de vie privée, votre schéma de sécurité, il va vous faire blablabla, vous êtes en service payant, gratuit, donc allez vous faire voir. Donc si je prends cet opérateur typiquement, je donne celui-là et Google Analytics, puisque vous avez une version payante ou une version gratuite. Basculez sur la version payante, c'est un vrai. Un vrai. Alors, et le plus petit, après, vous pouvez le décliner, c'est que il y a donc un principe de co-responsabilité. Bon. Encore faut-il pouvoir attraper son co-contractant. Encore faut-il pouvoir démontrer qu'il est en faute éventuelle. Donc, c'est ce que j'ai indiqué sur les aspects contractuels. Et encore faut-il qu'il coopère réellement, et notamment en phase de contrôle. Et le vrai sujet, il est là. Parce qu'après, c'est pas se faire peur. Il y aura sans doute des condamnations par défaut. Mais c'est en cas de contrôle, bah, vous me demandez je vous donne des exemples. Vous demandez la politique de sécurité de tel hébergeur. Je donne volontairement pas de nom. Et l'hébergeur, il est dans le nord de la France. Et puis, il vous répond pas. Il vous dit, bah tiens, t'as un lien là. Démerde-toi. Ah, ouais. Monsieur là. De bonne foi. Absolument, c'est important de le faire. Ouais, mais la CNIL est assez claire là-dessus, hein. Elle dit, voyez ça comme un avantage concurrentiel, c'est-à-dire qu'un opérateur, notamment américain, qui se plie pas à la réglementation communautaire, rien ne vous oblige à travailler avec lui. Exactement, exactement. Il faut prendre des fournisseurs qui sont certifiés RGPD. Monsieur, je vous ai. Ah, loi de 78, ouais, depuis ça fait 40 ans ouais, qu'elle s'applique, ça c'est sûr. Et RGPD, ce sera mai, oui, 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 rétroactif, oui. De ce point de vue-là, oui. Ah, désolé, c'était le mot de la fin. Non, non, c'est